Radio Rêve. La radio étudiante. Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes en direct ce soir pour un grand retour, celui de Politiquement Incorrect, l'émission incorrigible de Radio Rec, cette émission de débat, de polémique, parfois de chronique aussi, bref, on brasse large dans cette émission, on parle de tout ce qui est politique au sens très large, des débats de société aux débats philosophiques finalement, et ce soir pour m'accompagner, il est seul, pour le moment bien seul sur cette grande table, j'ai l'honneur d'accueillir un meuble de cette émission. Nicolas, bonsoir. Je sais pas comment je dois le prendre, bonsoir, bonsoir à tous. C'est un compliment évidemment, je devrais dire peut-être monument. Cela te plaît-il davantage? Alors, c'est effectivement l'article du Monde qui ce soir a parlé allocation familiale et compagnie, et c'est vrai qu'il y a justement un article du Monde qui disait que l'allocation familiale est un monument, voilà, un monument comme l'est la Tour Eiffel ou comme l'est le Louvre, donc voilà, effectivement on va peut-être parler de monument ce soir, et c'est vrai que ce soir j'ai pas mis de photos des chroniqueurs qui manquent parce que j'avais pas assez de support pour les porter, hein. Il y a pas grand monde, Marc va arriver normalement. Voilà. C'est les vacances, ça se sent. Absence de dernière minute de Maxime, on l'excuse évidemment, hein, les aléas de la vie, et puis Marc qui est lui aussi coincé, pour sa part coincé dans les bouchons, donc autre aléa, mais lui va arriver dans les minutes qui suivent, et donc pour respecter nos délais qui ne sont pas habituels, on s'en excuse, donc délais assez exceptionnels qui sont là aussi dus à certaines obligations. Bref, nous commençons ce soir à 18h15, 18h18, on y est presque voilà. Finalement. Ce soir, Nicolas a commencé à l'annoncer, on va parler des allocations familiales, mais pas seulement, ce sera notre point de départ, mais le grand thème ce soir, c'est finalement l'État-providence. Et la question qu'on va se poser tout au long de cette émission, c'est la manière dont la rigueur, la crise puis la rigueur remettent ou ne remettent pas en question cet État-providence qui est apparu en France vraiment à partir de l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale finalement. Oui, dans un contexte de nécessité, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des besoins, il y avait pas mal d'hommes qui revenaient du front et donc il y avait eu des accidents, donc il y avait la nécessité que l'État prenne en charge bien sûr certains de ces éléments. Il y avait des besoins de mettre en place des politiques familiales, il y avait la naissance au fur et à mesure du chômage, bref des tas de choses qui ont fait que le système qui précédait un peu le système d'État-providence actuel ne fonctionnait pas. On essayait de mettre en place des assurances pour la vieillesse, pour quand les gens arrêtaient de travailler au fur et à mesure, quand les gens commençaient à mourir plus âgés et qu'on leur a offert la possibilité de s'arrêter de travailler un moment. Voilà, donc tous ces systèmes ne fonctionnaient pas toujours et donc ça a été repris en charge, et après la guerre il y a eu un nouveau souffle, et jusqu'à maintenant le système qui aujourd'hui est aussi un petit peu à bout de souffle avec les problèmes de déficit que l'État depuis l'ère Sarkozy, depuis quelques années maintenant, sous l'impulsion de l'Union européenne, veulent régler ce problème des déficits, et donc voilà. Voilà, tableau qui a été assez largement bien dressé par Nicolas, donc on va voir les différents points de cet État social, État-providence, donc l'aide sociale que peut apporter l'État, la patte sociale finalement, donc chômage, retraite, allocation familiale, on va le voir, et puis en fin d'émission on reviendra sur le rôle que peut jouer Bruxelles, que peut jouer finalement la Commission européenne sur la politique sociale des États. Et puis on va commencer maintenant, hein, ça fait déjà 4 minutes que cette émission a commencé, on va prendre le taureau par les cornes et parler des allocations familiales, puisque c'est de ça qu'est fait l'actualité en ce moment. Réforme a été faite finalement, on a décidé de diminuer le plafond, de passer de 2000 € à 1500 € par demi-part fiscale. C'est voilà, là on commence à partir dans la complication, mais voilà, c'est l'idée qu'il y a derrière de préserver finalement l'universalité. C'est ma première question, est-ce que c'est une bonne idée de continuer à nourrir toutes les familles finalement, toutes les têtes françaises sans vraiment de discrimination, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, il y a déjà d'un côté les allocations familiales telles qu'on les entend. Donc a priori, j'ai regardé, on parle bien de ressources qui sont données. Donc à partir de 2 enfants par famille, donc par famille, soit célibataire, soit, enfin, j'entends les familles monoparentales ou familles à 2.
Et donc voilà, une somme qui est versée tous les mois pour les familles qui ont à partir de 2 enfants. Donc cette somme, rappelons-le quand même, pour ceux qui n'auraient pas suivi quelques cours de sciences économiques et sociales, par exemple en filière de terminale économique, mais voilà, On y revient. c'est l'idée que à un moment, on s'est dit bon, on n'a pas forcément une bonne natalité, où il faut conserver cette natalité française, etc. Donc, pour relancer, on a dit à partir de 2 enfants par famille, eh bien, on offre tous les mois, enfin on offre. On donne une prestation tous les mois, une allocation qui permet qui permet donc d'inciter à faire plus d'enfants si on en avait qu'un, puisqu'on était dans une période où il y avait beaucoup de familles avec un seul enfant qui commençaient à se mettre en place, et donc toujours les conséquences de derrière, est-ce qu'on remplace les générations qui meurent au fur et à mesure. Donc voilà, le remplacement, les fameux taux de fécondité, etc. Donc 2 enfants par femme, on connaît ce chiffre, et en France on est très content de notre 2,1 je crois enfants par femme. Voilà, mais bon, c'est le seuil qui est fixé, et donc à partir de 2 enfants on donne une allocation, donc c'est pour ça que ceux qui ont un seul enfant sont tentés de pouvoir en faire 2, puisque finalement le coût de ce deuxième enfant ne sera pas si important parce qu'il y a une allocation qui tombe tous les mois, c'est un peu l'idée. Et donc allocation qui est faite pour éduquer et pour faire garder ses enfants, notamment par les nourrices, les centres de loisirs, etc. Donc voilà un petit peu l'intérêt, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent évidemment de cette ressource. Et donc ça c'est l'allocation familiale, dont on disait qu'effectivement le gouvernement voulait y toucher, notamment donc pour les plus riches. C'est la CAF finalement. Alors c'est la caisse d'allocation familiale qui distribue la même contribution, qui distribue la même allocation. À partir du moment où vous avez 2 enfants, que vous êtes un couple, si vous avez 1000 € de ressources tous les mois, ou si vous en avez 5 millions, vous recevez vos, alors je n'ai plus le chiffre, je l'avais il y a quelques instants, vous recevez vos 128,57 € par mois. Voilà, bon, admettons. Par enfant ou pour 2 enfants, vous recevez 128,57 €. voilà, parce voilà, qu'après il y a des par mois. chiffres qui sont dégressifs. Oui, alors bien selon sûr, le vous avez des troisième enfant. augmentations. Alors évidemment, après, si vous avez 3 enfants, c'est près de 300 €, bon, ça change. Et puis, si vous êtes famille nombreuse, si vous avez des enfants qui ont plutôt 14 ans ou s'ils ont plutôt 6 ans, c'est pas les mêmes besoins, notamment au niveau des études. Donc, il y a différents systèmes, mais effectivement, ce n'est pas en fonction de vos ressources que vous recevez cette prestation. Donc ça c'est les allocations familiales, et donc on parlait effectivement de toucher au principe d'universalité, c'est-à-dire qu'au fait que tout le monde touchait exactement la même chose. C'est comme quand vous êtes malade, la sécurité sociale vous rembourse la même chose si vous allez chez le médecin, que vous payez le même tarif, c'est-à-dire admettons que vous payez 22 € votre prestation chez le médecin, eh bien la sécurité sociale vous rembourse la même chose que vous touchiez 1000 € tous les mois, ou 5000 ou 10 millions. Voilà. Et donc ça ça peut être remis en cause dans certaines idées, dans le sens où certains disent oui mais voilà, à quoi ça sert sincèrement 128 € par mois pour un couple qui gagne 10 millions d'euros, enfin j'entends l'ensemble du couple, parce qu'il y en a un qui est chef d'entreprise et l'autre qui peut être cadre ou n'importe quoi, et franchement à quoi ça leur sert? Est-ce que c'est bien utile de leur donner ces 128 € alors que d'autres en auraient peut-être largement plus besoin parce qu'ils n'ont pas les ressources? Donc ça c'était ce qui était posé comme question. Finalement il semblerait donc que l'arbitrage du gouvernement soit de dire on ne touche pas à ces allocations familiales. Mais toi justement, qu'est-ce que tu en penses de cet arbitrage-là? Alors, moi, j'ai tendance, et ça s'est peut-être entendu dans mon propos à l'instant, à dire effectivement à quoi servent 128 € pour des gens qui gagnent énormément d'argent. Et c'est là qu'on touche à un point. On pourrait se dire oui, mais regardez, c'est une prestation, donc elle est financée, quoique elle est déficitaire, mais bon, théoriquement elle est financée. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça, oui. on le précise maintenant, voilà, que réforme a été faite, parce qu'on a voulu équilibrer le financement des allocations familiales, comme de toutes les branches d'ailleurs de la sécurité sociale, qu'on essaye de rendre en tout cas à l'équilibre. Voilà. Et c'est vrai que on pourrait se dire oui, mais dans nos cotisations maladie, on paye tous, non c'est pas ça, c'est sur nos fiches de paye, on a tous une partie qui nous est retirée, etc. Sauf qu'il faut savoir donc que la branche maladie, que la branche familiale de la sécurité sociale, donc les allocations familiales, ne sont pas financées sur vos fiches de paye, sur la partie salariale. Les accidents du travail et maladies professionnelles, donc ça c'est une branche de la sécurité sociale, et les allocations, enfin la branche familiale, les allocations familiales, sont financées par la part patronale de votre fiche de paye. Donc en fait que vous gagnez 10 millions ou 5 000 € ou 3 000 € ou 1 000 € par mois, ça ne touche pas. Ça ne touche pas à vos, enfin, je veux dire, il n'y a pas de, on vous prend pas une part pour la famille sur votre fiche de paye. Donc
vu que c'est les entreprises qui payent, même si elles payent sur toutes les fiches de paye, on est bien d'accord, je pense pas que ce soit, effectivement, que ce soit une bonne idée de donner 128 € par mois à des gens très riches, sachant que ça creuse forcément le trou de la caisse d'allocation familiale, des allocations familiales en tout cas, de cette branche, alors que ça ne sert pas les familles. Donc on est dans une situation, bonsoir Marc, on est dans une situation où on donne de l'argent à des gens alors que ça leur sert à rien de le recevoir cet argent parce qu'ils ils gagnent très bien leur vie et ils en ont pas besoin, et s'ils ont besoin de faire des enfants ils pourront les assumer, il n'y a pas de problème, alors qu'à côté ça creuse. Bon, alors on est bien d'accord, c'est pas une majorité de Français ces gens qui sont très riches, mais ça continue de creuser. Finalement c'est un scandale un petit peu ce que tu es en train de me démontrer là. Oui, alors il y en a qui crieraient au scandale. Ce que je suis en train de dire est scandaleux, puisqu'effectivement c'est une prestation qui jusqu'à présent est universelle. Mais effectivement, toi c'est tu un me dis dispositif. que l'universalisme est un scandale pour ce cas-là. Pour cette politique-là familiale, rappelons qu'effectivement l'objectif de la politique familiale est que les gens fassent des enfants et qu'ils puissent les entretenir. Puisque c'est le principe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on me dit que quelqu'un qui gagne, alors bon, sans aller dans les millions d'euros, mais qui gagne 100 000 € par an, un célibataire qui gagne 100 000 € par an, il a largement de quoi entretenir ses enfants. Donc voilà. Et puisque tu me posais la question sur la politique qui est menée, donc effectivement on ne touche pas à cette universalité de la politique familiale. En revanche, on va toucher au quotient familial. Donc le quotient familial, effectivement, c'est les fameuses parts. Tu en parlais de ce qui va changer. C'est les fameuses parts sur les impôts. Au moment des impôts, on a des réductions en fonction de ces revenus. Non, jusqu'à présent on a en fonction du nombre d'enfants qu'on a, on a les demi-parts, etc. Et on a des abattements qui se font sur les impôts. Et c'est ça qui va être touché et qui va donc c'est ça qui va être changé par François Hollande, qui veut donc à partir d'un certain moment, à partir du moment où vous gagnez suffisamment d'argent, alors ça doit être 50 je sais plus, ça dépend combien vous êtes aussi dans le couple, dans le ménage, si vous êtes seul ou pas, forcément c'est moins important, mais grosso modo, une bonne classe moyenne. Alors une classe moyenne, c'est-à-dire quelqu'un qui va gagner qui va gagner autour de 2 000 € par mois, grosso modo. 2 000 € par mois, oui. Ouais, voilà. Ouais, c'est dans cette tranche-là. Je crois, une bonne classe moyenne. Voilà, quelqu'un qui gagne sa vie de plus et que qui théoriquement, s'il a pas, s'il a 2 enfants, etc. Bon, quelqu'un qui gagne bien va commencer à avoir moins d'abattements sur ses impôts. Donc en gros, il paiera plus d'impôts l'an prochain. Si cette loi passe, puisque pour le moment il s'agit d'un arbitrage du gouvernement, mais bon, on attend évidemment texte de loi, assemblée, etc. Tout le processus législatif bien lourd qui est là, et la création des textes de loi, mais voilà, donc normalement, effectivement, une bonne classe moyenne, alors bon, qu'on s'entende bien sur la classe moyenne, parce que c'est un terme très flou, effectivement, à partir du moment, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais où vous gagnez relativement bien, où vous êtes profession intermédiaire plus, voire cadre, effectivement, là, vous pouvez être impacté, c'est-à-dire payer un peu plus d'impôts, voire beaucoup plus, ça dépend après, évidemment, mais bon, ce sera pas une grosse, et certains articles soulignaient que ça tournait autour de 10%, je crois. 10% des familles, 12% des ménages. Familles, d'accord, oui. Elle ne concerne que 12% des ménages les plus aisés, plus riches, plus aisés, voilà. Donc bon, ouais. on est quand même dans quelque chose. Donc finalement, on ne touche pas au principe d'universalité, et finalement, donc les gens paieront un peu plus d'impôts qui viendront s'ajouter aux heures supplémentaires qui ne sont plus défiscalisées. Alors dernier point, je voulais revenir sur une citation dont la source est plus ou moins inconnue, mais on sait qu'elle vient de l'exécutif. Et il nous disait donc que ce choix du gouvernement était un choix de justice, de simplicité et d'efficacité. Donc justice, on en a discuté. Moi, je voudrais revenir sur le cas de l'efficacité et de la simplicité. Ça me rappelait un peu le choc de simplification du gouvernement. Et donc, je voudrais t'entendre un peu, Nicolas, particulièrement, sur cette question-là. Qu'est-ce que tu en penses, et est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens? Alors, le choc de simplification est une très bonne chose. Voilà, peut-être expliquer brièvement. Voilà. Alors, le choc de complexification, de simplification. Le but, évidemment, c'est de simplifier, que ce soit les démarches administratives. Il était notamment souligné dans l'esprit de ce choc de simplification le fait que aujourd'hui une PME doit envoyer je ne sais plus combien de dizaines de documents par an. Il y avait plein de procédures de documents, peut-être même des centaines de documents envoyés par an au niveau des procédures. Voilà, pareil pour les entreprises, déclarer ses salariés, prétendre à des ailes, pareil pour tout ce qui est taxes, etc. On a des gros, voilà, je veux dire,
aujourd'hui, chacun remplit sa fiche d'impôt. C'est l'exemple à la mode puisqu'on on vient de terminer les impôts écrits et ceux qui l'envoient par internet doivent l'envoyer bientôt là. Et envoyer sa fiche d'impôt, bon déjà pour certains ça relève d'un certain parcours du combattant. Mais on est là avec son petit livret à côté et puis livret synthétique, voire que maintenant il est peut-être sur internet, livret synthétique qui synthétise bon bah voilà, vous avez 3 enfants, vous allez devoir déclarer ça dans la case AJ ou je ne sais quoi et voilà, gna 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 gna. Croyez-moi, très peu de personnes finalement remplissent leur fiche d'impôt en bénéficiant de tous les avantages ou au contraire en n'oubliant rien parce que c'est tellement compliqué. Voilà, je suis sûr que plein de gens passent à côté d'avantages qui existent. Ça c'est certain. Parce qu'effectivement, le Code général des impôts, donc qui est le gros machin, a plein d'articles. Chaque année, la loi de finances ajoute son lot d'articles spécifiques à l'année qui arrive concernant toutes les orientations, etc. Oui, cette année, ce sera de 5,5 le pourcentage de tel machin, etc. Là, l'abattement dont on parlait il y a quelques instants sur la politique familiale va s'ajouter à l'ensemble des procédures d'impôt. Donc on a des textes énormes. On a parlé dans cette émission à de nombreuses reprises d'autres textes. On a parlé du code de la route, bon, qui peut-être est peut-être finalement le plus simple parce que tout le monde doit l'apprendre, parce que je vous rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a effectivement des procédures voilà. Rimbaud serait pas content. J'ai voulu me lancer dans un beau mot, mais j'ai pas réussi. Non, mais voilà, il y a énormément de choses et l'idée de faire un choc de simplification, même si on appelle ça un choc de compétitivité, de simplification, voilà, maintenant on utilise le mot choc pour dire que ce gouvernement prend le taureau par les cornes. Bon, c'est une très bonne idée. Maintenant, faut l'appliquer. Donc moi, j'espère qu'il y a un ministre, qu'il y a une commission, qu'il y a des gens qui sont vraiment chargés de ça activement. Sinon, il faut créer ce poste de ministre du redressement des lois. Administratif. Voilà, du redressement administratif. Parce qu'effectivement, je pense que... D'ailleurs, c'est vraiment anecdotique et ça n'a rien à voir dans une émission de politique, mais ce matin, effectivement, c'est vrai, je raconte pas... J'étais dans la rue et j'entendais quelqu'un au téléphone et dire « Ouais, mais voilà, tu connais les lourdeurs de l'administration, etc. » Voilà, c'est vraiment tout le monde... Quand on vous parle fonction publique, administration, ce sont les gens qui boivent leur café 5 fois par jour et chez qui vous n'arrivez jamais à comprendre ce qu'ils vous disent parce qu'ils ont 150 000 vous avez 150 000 paperasses à faire chez eux, etc. C'est compliqué, machin, c'est l'administration, la bureaucratie et compagnie. Moi je poursuis dans son truc, j'étais faire une carte grise ce matin, je vous raconte pas je peux dire le bordel ou pas? Ça change sans cesse. Il y a des nouveaux papiers qui arrivent. On a une déclaration des déclarations de perte qui sont plus bonnes. Et c'est aussi le problème des cartes grises. Enfin, de vouloir. Moi, je connais pas vraiment, mais de vouloir simplifier à outrance, c'est qu'après les gens, pour simplifier, l'idée c'est d'avoir un fichier général. Je veux dire, il y a rien de plus simple. Vous avez votre case, vous êtes Nicolas Guedet, voilà, vous avez gna gna gna, tout est marqué. Et dès que vous avez besoin d'un acte administratif, hop, ils reprennent vos informations et voilà. Sauf que imaginez créer un fichier commun avec toutes vos informations. Ça va crier au scandale parce que ah bah oui mais on est fiché, etc. Ils ont déjà notre carte d'identité donc. Oui mais regardez, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui quand vous faites quelque chose, on vous redemande tout votre matricule, on vous demande toutes vos informations parce qu'effectivement il n'y a pas ce genre de fichier parce que il y a tout de suite des gens qui vont râler si vous le créez. Donc il y a le problème de simplifier et il y a le problème après que les gens vont râler parce que ce sera trop mis dans le même endroit. Mais bon, l'idée du choc de simplification est très bonne. Maintenant il faut qu'il ait lieu. Il faut effectivement que les députés et les sénateurs fassent ce que Nicolas Sarkozy voulait faire dans la dernière année de son quinquennat et qu'il n'a pas pu faire, c'est-à-dire légiférer, c'est-à-dire se pencher sur les textes de loi qui existent et faire le tri. Parce qu'il y a des textes de loi déjà qui existent toujours et qui sont scandaleux, on en parle des fois, ce sont tous les textes autour de certaines discriminations qui existent toujours, hommes-femmes, comme quoi les femmes n'auraient pas le droit de porter la jupe ou ce genre de choses dans certains textes, je sais plus si ça existe encore, mais bon, ça a été soulevé, ça revient régulièrement, comme quoi ça existe toujours. Donc il y a des textes absurdes qu'il faut absolument abroger des lois, il faut simplifier, aller pour rigoler sur les J-France, déjà vous allez paniquer rien qu'à l'idée d'y aller, c'est le site internet sur lequel il y a tous les textes de loi, les conventions collectives pour les entreprises par exemple, c'est-à-dire que les entreprises ont le droit, avec des accords syndicats du patronat et des employés, d'être autour des horaires, de tout ce que la loi ne prévoit pas ou donne aux conventions le droit de faire, c'est-à-dire les accords vraiment en entreprise. Ça existe, hein, je veux dire, quand Sarkozy nous disait oui, il faut absolument remettre ce genre de choses. Bon, ça existe, hein. Tout le monde le sait, mais
il y a des latitudes dans certaines entreprises. Bon, il y a ce genre de choses, il y a le code de la route, il y a le code le code de la famille, enfin tout ce que vous voulez, il y a tous ces codes-là. Vous allez en regarder un, c'est le bordel. Je veux dire, il y a que des renvois, faut aller, voilà. Alors, ah oui, tiens, c'est bien, il commence à m'expliquer que comment est-ce qu'il faut que je fasse. Ah mince, il faut que j'aille sur le code, machin truc bidule. Vous allez sur la page. Ah mince, il a été abrogé, il faut que j'aille. Abrogé, donc suppression, hein, je le reprécise, c'est-à-dire que le texte est supprimé, on le remplace, ou alors on l'annule totalement. Et donc voilà, c'est le bordel. Bon. Voilà, c'est le mode à la mode. Ouais, sur le coup, ouais. Bon bah, un des chantiers donc en cours finalement. En cours, et il faut absolument qu'il le réussisse. Je veux dire, personnellement, je trouve que si François Hollande et son équipe au gouvernement et à l'Assemblée, etc., s'ils réussissent tous à simplifier et à réduire les déficits, je vous jure, franchement, voilà. Déjà, s'il fait déjà le 2, ça sera déjà Votez bien, hein, votez pour lui en 2017 s'il se représente, parce que franchement, s'il réussit à réduire les déficits, le chômage, etc., et qu'en plus il nous simplifie tout ça, c'est Bon, formidable. François, il te reste 4 ans, dépêche-toi. Hein. Oui, c'est ça, c'est que les quinquennats sont un peu courts, malheureusement. Et puis entre-temps, deuxième chantier, celui des retraites qui s'annonce, là, qui va arriver. Ouais. Ouais, chantier miné s'il en est, on va en parler dès maintenant. Alors, messieurs, comment doit-il François et puis son acolyte Jean-Marc, comment doivent-ils prendre le taureau par les cornes? Nicolas, par exemple, pour commencer, je sais pas si Marc... Bah après, si tu veux, je Oui, répondrai, bah. mais j'ai 2-3 trucs à dire, mais je t'en prie. Bah, Alors, en retard. Alors. oui, hein, voilà, c'est pas bien. Voilà. Sera puni, va dans le coin. Alors Nicolas, alors- sur la question des retraites. Oui, les retraites. Pour moi, c'est une question très compliquée parce qu'effectivement, bon, on se rend compte que les retraites ne sont pas financées, etc. Moi, j'ai une réelle inquiétude. Mon inquiétude personnelle à mon strict niveau, Nicolas, puisque j'aime bien le local, donc je vais parler de moi-même, c'est tout simplement, non mais Le voilà. local, c'est lui. Non mais je veux dire, l'échelon le plus local, c'est vous-même. Et quand je dis moi, j'espère que l'inquiétude est partagée par les autres quand même. C'est que aujourd'hui, j'ai un emploi, donc tous les mois, je reçois une fiche de paye sur lesquelles il y a marqué que on me prélève ça sur ma part salariale donc mon salaire brut à l'origine, il est imputé pour donner mon salaire net, et il y a marqué vieillesse. Donc, hein, ça c'est ce que je dois toucher, enfin c'est ce qui correspond en fait, c'est le principe de redistribution, c'est ce que je dois avoir après à ma retraite, je cotise pour ma retraite. Et ce qui me fait peur, c'est qu'un jour on me dise mais oui mais Nicolas, vous n'aurez pas de retraite. Ça a deux sens. Ça a le sens, il n'y aura peut-être pas d'argent pour financer ma retraite, donc ce sera une pension minimaliste, et donc j'aurai cotisé toute ma vie pour une pension minimaliste qui existe déjà dans certains cas, pas pour tout le monde. Rassurons-nous, il y en a bien qui même à la retraite se remettent plein les poches. Son côté anticapitaliste qui ressort. Et oui, Maxime n'est pas là ce soir, Ouais. il faut que je prenne sa place. Et d'un autre côté, On n'a pas parlé de l'Europe. et d'un attention. autre côté, il y a quelque On chose. va y revenir sur l'Europe. Hein. Il y a une chose qui m'alerte moi, c'est le côté est-ce que j'aurai une retraite, est-ce que je serai assez vieux pour avoir une retraite. Pourquoi? Parce qu'effectivement la tendance est à l'augmentation de la durée légale de travail. Pas du temps de travail, mais de la durée légale. Je veux dire, on se dirige vers 65 ans, indéniablement, puisque tous nos voisins européens le font. 67, et effectivement, des fois d'autres aussi. oui, voilà, ça augmente, mais hein. voilà, mais tout à fait. Et en nous disant oui, mais l'espérance de vie Augmente. c'est super. Donc, vous pouvez quand même travailler 50 plus, 7 ans de plus, on verra, de toute façon, on y va progressivement, et puis on vous ajoute les cotisations, les années de cotisation obligatoires avant de pouvoir avoir une retraite à taux plein. Sauf que, faut quand même pas être sorti de Saint-Cyr, à mon avis, pour se dire, et ça a déjà commencé il me semble, que l'espérance de vie ne va pas augmenter si les gens continuent à partir plus tard. Pourquoi l'espérance de vie a augmenté assez confortablement jusqu'à présent? Parce que les gens partaient à la retraite à 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ans. Il sait bien compter. Hein. Voilà. Non, mais j'en ai loupé, je crois. Mais pour dire que il y a eu beaucoup de professions, c'est peut-être pas une majorité, mais beaucoup de professions où les gens ont commencé à partir dès 50 ans, voire 55 ans. Le système des pré-retraites qui a beaucoup été mis en avant, les gens qui partaient à 60 ans après 40 ans de travail à peu près, donc je veux dire pas plus, etc. Donc tout ça a fait que effectivement on a dit ah bah oui, mais l'espérance de vie augmente. Et aujourd'hui, on veut
que les gens travaillent plus longtemps pour une question financière et aussi parce qu'on se dit que l'espérance de vie augmente. Bon, bah, l'espérance de vie, c'est pas compliqué, elle va diminuer. Elle va diminuer par le fait qu'effectivement les gens seront plus usés au travail parce que forcément les dernières années sont forcément les plus difficiles. Vous vous faites plus vieux, plus âgé. D'autre part, il y a des professions où déjà partir à 60 ans, ça fait déjà 5 ans que vous la voyez la retraite et que vous voyez la retraite au fond du couloir et que vous avez vraiment envie de la choper. Et que dès qu'on vous propose, dès que vous avez 59 ans et 8 mois, on vous dit bon, allez c'est bon, il y a un plan de départ à la retraite, tu pars, vous êtes super content parce qu'il faut arrêter de nous montrer des reportages où les gens disent oui, oh moi vous savez, j'ai 63 ans, j'ai repris un travail, je suis très contente parce que j'arrivais pas à décrocher. Oui, bien sûr ça existe, bien sûr. Mais faut aussi prendre en compte ceux qui n'en peuvent plus à la fin. Et encore, je dis à la fin, s'ils se suicident pas avant. Je sais qu'Hugo, tu m'en as parlé juste avant de l'émission. Hein, les taux de suicide qui augmentent parce que les gens ne peuvent pas se soigner, c'est aussi les taux de suicide qui augmentent parce que les gens sont mal au travail, parce qu'il y a une pression d'enfer, parce que le capitalisme, cher à Maxime, fait son effet, que ce soit au niveau des cadres ou des employés, il y a parce qu'il faut absolument réduire le coût du travail par rapport, enfin le coût de production finale, voilà. Donc avec le système des voitures ou à la chaîne, etc. Effectivement, moi j'aime autant vous le dire, et je suis pas spécialiste de l'économie, même si j'ai suivi quelques petits cours de terminale comme nombreuses personnes. Voilà, c'est pas compliqué. La France n'est pas la Chine. Il faut arrêter de croire que on va réduire notre compétitivité prix et qu'on va réussir à rivaliser avec la Chine, etc. Effectivement, la France aujourd'hui est lancée dans le luxe, hein, effectivement, vu le prix de la main-d'œuvre, vu qu'en France, il faut payer les gens plus de 9 € de l'heure en brut, c'est évident que on ne peut pas produire du textile qui sera vendu à très peu cher dans les magasins Babou ou je ne sais quoi. C'est sûr, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Oui, Marc. que je porte, Marc, je sais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, j'ai pas osé, mais bon, tu m'as lancé dessus. Aucune attaque personnelle Il y a beaucoup, sur la retraite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La première chose qui, moi, m'interloque un petit peu, je pense que les auditeurs, ça peut être la même chose, c'est ce que Nicolas a dit au début, c'est le fait de dire, finalement, la mort, enfin, je veux dire, la mortalité, l'espérance de vie va diminuer si on travaille plus. Enfin, c'est ça qu'il a dit, hein, je me attention, trompe pas. tous les travailleurs, on Voilà, est d'accord. justement, On parle bien de ceux qui sont déjà épuisés au travail quand ils ont 60 ans et à qui on dit mais ouais, mais Coco, tu vas faire 62 là. Oui, mais tu dis l'espérance de, je caricature, mais Oui. c'est pour être plus général. Mais je caricature moi-même, donc tu peux caricaturer. Je caricature. Voilà, le fait de dire, mais c'est pas que Nicolas qui l'a dit, hein, il y a beaucoup qui le disent, les syndicats aussi le disent, justement, le fait, bah oui, on va travailler plus, donc on va vivre moins, finalement, au final, on va avoir cotisé pour beaucoup, alors vous allez pas avoir beaucoup à nous reverser au final. Donc, c'est la question qui se pose. Mais là, justement, il faut distinguer deux choses, puisque, des fois, ça m'arrive de regarder le magazine de la santé sur la 5, et finalement, le fait de bouger. Alors, c'est pour ça qu'il faut distinguer deux types de travail. Le travail tertiaire, dans les services, etc., on peut amener, et encore dans les tranches de tertiaire, il y a beaucoup de catégories qui font que ça peut être différent. Les responsabilités de cadre ont beaucoup, c'est ce qu'il disait, justement, le stress est quand même assez important. Donc là, justement, le fait de plus travailler, peut amener, justement, à avoir une santé un peu chancelante. Et au final, ceux qui sont dans un emploi de service ou, je sais pas, moi, commercial, s'il n'y a pas trop de pression, voilà, il faut nuancer en fonction des travails. Et je parlerai même du secondaire, enfin, du travail secondaire, donc les manufactures, etc., où là, c'est beaucoup mécanisé. Alors, je parle pas des centrales nucléaires, bien évidemment, mais je parle, voilà, de la mécanique, etc., où beaucoup de choses maintenant sont faites par machine, où il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Maintenant, je réduis pas le travail, je réduis pas le travail de ces gens-là. C'est-à-dire que la machine a fait que certes on a moins d'emplois, mais ce qui reste, des fois, on peut être un peu moins de boulot, c'est moins dur, parce que moi j'ai eu quelques ouvrages qui se passaient dans les années, sur ces conditions de travail des ouvriers dans les années 50, dans les années 60, où là c'était vraiment du manuel. Certes, on est encore dans des productions encore manuelles, le robot n'a pas remplacé l'humain, mais on est quand même sur des trucs un peu plus simples où justement les gens se tuent au travail. Mais pas forcément simple. Oui, non, plus simple. Je dis pas que c'est très simple non plus. Et tout n'est pas mécanisé non plus. Tout n'est. C'est pour ça que je dis que ça, il faut, comme Nicolas avait apporté quelque chose de général, je dis dedans il y a aussi il y a des pistes à explorer. Disons que j'aimerais bien que le général prenne plus en compte ceux qui sont dans la difficulté, qu'il prenne en compte ceux qui vont bien. C'est-à-dire qu'actuellement on dit l'espérance de vie augmente, les gens sont bien quand ils partent à la retraite, enfin, parce qu'on prend en compte le meilleur des cas, mais ce serait bien qu'on prenne le pire des cas en compte. Voilà. Et justement, ce qui se fait à peu près des fois quand ils prennent en compte, notamment quand la réforme s'applique, elle s'applique pas à ceux qui ont commencé très tôt, etc. Bon, mais le problème c'est qu'on se dirige vers un système moins bon.
Marc. C'est justement là, justement, faut rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est que bon, alors pour continuer avec ce que je viens de dire justement, donc le travail est plus simple dans certaines branches, voilà. Donc c'est-à-dire que dans le général, on distingue des pistes un petit peu différentes. Et le système qui moi, là sur le coup, moi me dérange et finalement moi j'ai pas, on a toujours, enfin à part Nicolas qui lui a une activité salariale régulière, même moi qui travaille l'été, évidemment on cotise forcément tous, on a des points de retraite qui s'accumulent. Mais moi ce qui m'embête un petit peu, c'est pour les gens qui ont travaillé à commencer à 20 ans, bon là c'est le cas de mon père, et qui au final c'est comme si c'était un contrat, on leur a dit vous allez travailler 40, enfin vous allez cotiser 40, 41 ans par exemple. Et c'est ça qui me dérange. Oui. C'est un petit peu comme le permis si vous voulez. Le permis au départ, ceux qui ont le permis de conduire dans les années 70, il n'y avait pas de points. Et on a suppléé à cette règle, il n'y avait pas de points, et on a suppléé à cette règle des non-points, des points. C'est-à-dire qu'on a eu un contrat qui nous autorise à pas avoir de points. Et au final, on a des points voilà, on change un peu le système. Et moi, c'est pour ces gens-là que je m'en fais, parce que finalement, nous, on n'est pas encore concernés, on sait pas, on en est très loin. Et moi, c'est pour les gens qui justement ont signé pour un contrat et qui finalement va pas être respecté. C'est ça le problème. Et pour terminer, je veux pas prendre trop d'espace non plus là-dedans. Je voudrais dire que ce qui fait aujourd'hui le problème des retraites, c'est un combat politique, mais aussi un combat international. Parce que, contrairement à ce qui peut être dit ici et là dans les médias, ou même dans des branches de droite, qui nous disent que l'immigration, finalement, ça fait dépenser de l'argent à l'État, parce qu'il faut les allocations familiales. On entend souvent ces discours un peu de droite, nous dire ils font beaucoup de gosses, tous ces allocs, etc. Et ils foutent rien. Je cite justement un voisin qui est chez moi, 70 ans, bon, il est un peu, bon, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, ça sert à bien de discuter pour voir justement l'opinion des gens. Et moi, j'ai lu une étude qui a été faite sur le site de Cairns, sur un truc, je ne me souviens plus du nom de l'article, je l'ai lu il y a une semaine, ça m'avait intéressé, et qui dit qu'au final, on avait déjà parlé de Xavier Chojniki, avec c'est une autre approche que lui, mais nous dit que finalement le rapport entre ce qu'il nous coûte entre guillemets en faisant beaucoup enfin ce qui est dans le langage un petit peu de droite, il nous coûte de l'argent, etc. Si on prend la proportionnalité entre ce qui nous rapporte en fonction des retraites, finalement c'est rien du tout, parce que il faut bien savoir que si on n'avait pas des migrations qui soient, alors qu'elles soient définitives ou pendulaires, c'est pas la question, on voit des gens qui vont travailler en France puis qui après reviennent en Tunisie, mais en tout cas c'est pas pendulaire, mais on a compris. C'est pas pendulaire, pendulaire à longue distance, non c'est même pas ça, je sais pas. Voilà, tu veux dire des migrations circulatoires. Circulatoires, voilà. Alain Tarius. Tarius. Mais Tarius c'est plus sur l'idée de ça refait les territoires. Bon, ouais. Oui. Alors on va pas avoir un débat de géographie. Non, on va éviter. Mais en tout cas, ces migrations d'aller-retour qui se passent comptent aussi beaucoup pour la cotisation aux retraites, parce qu'il y a la binationalité qui peut exister, et ça compte énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut que nos systèmes de retraite ne soient justement pas encore plus retardés jusqu'à 67 ans, je crois que c'est en Allemagne, ou dans les pays de l'Est, ou même en Suède, je crois, eh bien, si on veut vraiment arriver à un système où on va pouvoir payer ces gens-là, et surtout, je dis, la priorité est à ceux qui ont travaillé avant. Enfin, faut arrêter. Nous, à notre niveau, on a 20 ans, on se dit bon, on va pas se battre pour un combat qu'on sait dans 20 ans, on va encore le changer. C'est surtout pour ces gens-là qui ont signé. Moi, c'est comme si c'était un pacte républicain, quoi. On signe pour un truc et au final, on doit payer plus parce que l'État essaie de lancer dans des réformes et dans les trucs qui a coûté un max de blé, et au final, on peut pas régler tout ça. Donc, c'est surtout pour eux que la retraite s'impose. Juste un mot, Nicolas, tu voulais réagir apparemment. Je voulais réagir parce que je sais pas trop où Marc voulait en venir. Je crois qu'à la fin j'ai compris. Mais pardon. Si tu peux t'exprimer. Voilà, si j'y arrive. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, Marc parlait de voilà, quand on commence à travailler, on nous dit 40 ans, etc. Moi, je trouve qu'il y a un système profondément injuste. C'est que vous cotisez, alors que je dise pas de bêtises, oui voilà, vous avez l'obligation de cotiser des trimestres, pardon. Et une fois que vous avez fait alors 40, on est monté là, je crois, non, on est resté à 40, je sais plus. Bref, une fois que vous avez votre quota de trimestres à valider pour la retraite, 40 années, c'est ça. 41,5, oui, non, c'est pas oui, ça a augmenté, bref. Une fois que vous avez fait tous vos trimestres, eh bien, vous ne cotisez plus. Enfin, on continue bien à vous imputer sur votre fiche de paye la somme pour qu'on puisse continuer à la reverser aux personnes à l'heure actuelle, finalement. Si, parce qu'il faut arriver au taux plein, finalement. Il y a quand même cette différence. Non, mais une fois que vous les avez faites. Jusqu'au taux plein, voilà. Une fois que vous avez le taux plein, voilà, que vous avez fait vos cotisations pendant 41 années et demie. Non, je crois qu'à 41 années et demie, on atteint le droit d'être à la retraite, non? Oui, il y a cette à taux plein. Oui, il y a cette différence entre possibilité d'avoir la retraite et de l'avoir à taux plein, et de l'avoir avec la somme qu'on devrait avoir. Voilà.
Si, c'est vrai. Hein. Oui, mais oui, parce qu'il faut avoir 60 ans. Enfin, un peu plus maintenant. La parce que ça retraite, commence à c'est augmenter. 60 ans. Oui. Après, 62 maintenant. 62 maintenant. Voilà. Et après, si on veut avoir, finalement, en fait, l'âge de À la retraite, 62 65. ans, mais ça nous, notre retraite, si on la veut à des taux, au taux qu'on devra avoir en fonction des années de cotisation, il faut l'avoir plus tard. C'est-à-dire qu'à 62 ans, si vous voulez, vous êtes à la retraite, mais vous n'aurez pas cotisé suffisamment. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler à 30 ans et que vous êtes parti à la retraite à 62 ans, vous aurez cotisé que 32 ans. De toute façon, Alors, on a là alors là, pour le coup, hein, tout à l'heure on parlait de justice et d'égalité, on a de toute façon pour les retraites un système, et je pense pas qu'il puisse exister un système égalitaire, mais en tout cas il est profondément inégalitaire, soyons clairs. Bah justement, Pourquoi? Non, c'est pas ta question? bah continuez puis je poserai ma question. Profondément inégalitaire, pourquoi? Parce que, donc vous allez avoir ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, enfin je parle comme si la retraite existait encore à 60 ans là. Vous allez avoir ceux qui vont avoir commencé à travailler à 20 ans, qui vont faire leurs 40 années, puisque c'était 40 années pendant un moment, et arrivé à 60 ans, ils avaient leur retraite. Remarquez, c'était bien, c'était tout rond. Maintenant on veut faire des trucs pour financer, on met des trucs avec des virgules, c'est idiot quand même. Bon, donc voilà, c'était simple. Mais celui qui a commencé à travailler à 18 ans, qui a toujours travaillé, admettons que le chômage n'existe pas, youpi. Quoique quand vous êtes au chômage, vous continuez à cotiser de mémoire. Bon, vous commencez à 18 ans, vous terminez, hop, vous arrivez à 58 ans, hein, 40 années de cotisation. Dans mon principe, c'est toujours à 40 ans, parce que sinon c'est trop compliqué, c'est pas rond. Vous arrivez à 40 ans, hop, 58 ans, et bah vous pouvez pas prendre votre retraite, sinon vous ne l'avez pas à taux plein, ou je ne sais plus quoi, bref, c'est trop tôt, vous n'avez pas l'âge légal pour prendre la retraite. Voilà, donc déjà une injustice. Autrement, vous avez commencé à travailler à 22 ans. 22 ans, vous faites hop, et il faut que vous fassiez absolument 40 ans pour atteindre l'âge de la retraite. Donc tout ça, en fonction du temps que vous avez perdu à faire vos études ou à vous insérer sur le marché de l'emploi, vous êtes en train de vous rendre compte que vous allez devoir déjà partir 4 ans de plus ou de moins, machin, c'est profondément inégalitaire sur ce plan-là. Deuxièmement, on a un système qu'on a voulu tendre vers le général, c'est-à-dire dire, bon, bah, tout le monde, 41 années et demie, et 62 ans, 65 ans à terme. 62 ans? C'est ça. C'est ça. Bon, on va Pour le ça va moment. augmenter, donc on n'est pas ça près. Bon, le problème, c'est qu'on oublie là tout ce qu'il y a autour, effectivement, de la difficulté de l'emploi. Alors attention, quelqu'un qui est dans un bureau n'est pas forcément moins épuisé à la fin de sa carrière, mais c'est pas la même fatigue. Donc il y a toutes ces questions-là de fatigue à la fin de la carrière. Je pense qu'il faudrait des gens qui puissent faire des bilans individualisés plutôt que d'avoir un parcours global un peu complexe. Je pense que dans le monde idéal, effectivement, il faudrait qu'il y ait des conseillers retraite qui disent, bon, bah là, écoutez, comme les médecins, finalement, bon, bah là, écoutez, mon gars, vous n'êtes plus bon pour le service, quoi. Non, mais Finalement, épuisé, c'est l'épuisement qui amènerait à la retraite. Alors, l'épuisement, oui, mais alors là, toute la complexité, vous pouvez mettre une barre générale et décider. oui, ça va encore faire des groupes. Non, mais Marc, je t'ai vu noter quelque chose oui, Olivier, justement, oui. pour conclure ce point. Et puis ça va prendre 30 secondes. C'est juste, voilà, ce que vient de relever Nicolas, c'est sur la question des études. Tout le monde nous pousse à faire des études. Faites des études, voilà, vous allez être mieux payé, vous allez vous en sortir, vous allez mieux vous insérer dans le marché du travail. Et au final, on nous dit, ah bah oui, mais finalement, vous avez commencé à travailler plus tard aussi, vous allez travailler plus, parce que le système va forcément croître, vu les déficits et vu notre système et vu la population qui augmente, va forcément croître. Alors, on est passé en 10 ans de 6,5 à 7 milliards de personnes, on a encore plus. Bon, évidemment que ce système est profondément inégalitaire aussi sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on nous pousse tous à faire des études, puis au final, bah, on vous dit, bah, bon, vous avez fait des études, d'accord, mais vous allez travailler plus aussi. Alors, il y a quand même une incohérence sur ce côté-là. Le supérieur devrait cotiser, c'est-à-dire, enfin, faire, ouais, voilà, ouais, je des, pense, des ouais. semestres quand, oui, quand, ou insérer le stage, par exemple, forcément dans les universités, toujours avoir, je sais pas, parce que le problème de l'université aujourd'hui, c'est on reste dans la théorie au bout de 3 ans. Non, mais on reste dans la théorie, et au final, si on pouvait lier ça avec un travail, voilà, une activité salariale à côté, ça nous ferait déjà avoir d'expérience, nous faire insérer dans le marché du travail, on a dit plus simplement, et en plus nous faire cotiser. Alors, il y a quand même peut-être une réforme à faire. Là, on parle évidemment dans des, j'ai pas les textes de loi en tête, je les connais pas. Je connais 10 fois moins bien que ça que Nicolas, je connais vraiment rien. Mais ça serait une idée, par exemple. Voilà, bon, l'idée est lancée en tout cas, mais on n'est pas là pour lancer en tout cas ce débat-là. Mais c'est vrai que la solution, la question des retraites est extrêmement complexe. Moi personnellement, bon, effectivement, mes parents étaient contre sur le principe l'augmentation des années, etc. La retraite plus tard, bon, parce que voilà, ils ont travaillé et ils n'ont pas envie. Je veux dire,
chaque vacance est importante, chaque moment voilà, donc une fois qu'on a la retraite, on a la retraite, point, c'est fini. Et effectivement, donc j'étais dans cette dynamique-là au niveau de ma réflexion, et je trouve qu'effectivement, on sépare, on a grosso modo 20 ans de sa vie où on est éduqué et où on apprend, on a 40 ans de travail et 20 ans plus il y a du rab pour mourir, voilà. 80 ans, c'est à peu près l'âge aujourd'hui qu'atteignent en moyenne, enfin l'espérance de vie, etc. Ans. Voilà, 83 ans. Donc je veux dire, on est vraiment dans cette optique-là. On est dans 20, 40, 20, grosso modo. Donc voilà, c'est comme la répartition de la journée avec l'augmentation du temps de travail. Je trouve qu'elle est très bien faite quand vous travaillez 7 ou 8 heures par jour, que vous avez eu 8 heures de dodo et 8 heures pour vos loisirs, faire le temps de trajet, manger, etc. Je trouve que c'est une bonne répartition qui m'apparaît saine. Alors bon, c'est sûr que c'est juste des chiffres, mais ça me paraît logique et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Bon, on a parlé travail. Juste, Oui, tu avais dit que tu concluais. J'avais dit que je concluais, pardon. Non, mais moi, ça m'a toujours interloqué l'idée de cotisation, parce qu'en fait, on cotise pas finalement, parce qu'on paye pour ceux qui sont en retraite. C'est ce qu'on appelle des cotisations, dans le sens où ce sont des choses qui sont imputées au salaire. C'est pour ça que ça s'appelle cotisation. Ah d'accord, bon voilà, j'en apprends un truc. Et je pense que les auditeurs ont peut-être appris un truc, voilà. Voilà, donc on parlait des travailleurs ou des anciens travailleurs qui passent à la retraite, mais on peut parler aussi des chômeurs maintenant. Chômage. Autre grand chantier important, on le voit, chaque trimestre le nombre augmente, on en est aujourd'hui au premier trimestre 2013 à 10,4% de chômeurs en France, soit une augmentation de 3 points. Des chiffres qui disent peut-être rien, mais en tout cas on voit que chaque nouvelle annonce signifie une augmentation du nombre de chômeurs, et finalement la question qui se pose derrière, c'est que les causes de cette augmentation sont-elles structurelles ou conjoncturelles? En somme, est-ce que le gouvernement Ayrault il peut quelque chose, monsieur? Est-ce que tu as précisé la catégorie des chômeurs? J'ai pas fait gaffe. Non, j'ai Voilà. pas. Mais en tout cas, c'est les chiffres du BIT. Mais je sais bien, ce sont des chiffres certainement très intéressants, sauf qu'il faut savoir, donc effectivement, il y a plusieurs catégories de chômeurs. Alors c'est pas ceux qui foutent rien, ceux qui glandent rien et compagnie, hein, non, on n'est pas là-dedans. On est dans chômeur égal, quelqu'un qui n'a pas eu de travail et qui en recherche activement depuis plusieurs mois. Vous avez celui qui se déclare chômeur mais qui a eu des petites activités par-ci par-là. Voilà, vous avez, je sais plus, je crois que c'est 6 catégories de mémoire de chômeurs qui existent, parce que vous avez les temps partiels, vous avez le chômeur à temps partiel, c'est-à-dire celui qui travaille 6 heures par semaine mais qui aimerait travailler plus et qui recherche plus. Voilà, bon. Donc il y a déjà cette petite difficulté. Maintenant, je ne renie pas le fait qu'il y a 10%. Mais là encore, il y a 10% évidemment de la population active. Hein. Donc voilà, c'est pas 6 millions de chômeurs, c'est moins. Non. Voilà. Ça doit être 10% de 40 millions, un truc comme ça. Voilà, et des personnes déclarées comme chômeurs également. Voilà. Alors effectivement, après il y a toute cette question. Alors là, ce sont ceux du BIT, mais c'est pareil, les chiffres du Bureau international du travail, donc institution internationale, ne sont pas forcément les mêmes que ceux du Pôle emploi et que ceux que donne le gouvernement, puisqu'effectivement, généralement, est communiqué un chiffre, c'est-à-dire, je sais même pas d'ailleurs lequel est communiqué de façon générale, si ça se trouve, c'est même pas le même de mois en mois, mais voilà, il y a un des chiffres des 6 catégories qui est donné chaque mois. Bon. Maintenant, le chômage augmente, ça doit être certainement un fait que je n'ai pas vérifié, mais qui doit être véridique. Hein, je me prétends pas. Voilà, si personne n'a soulevé le fait qu'il était faux, c'est qu'il doit être vrai. Et donc, effectivement. Alors non, ce n'est pas la faute du gouvernement Ayrault. De même que j'avais dit, Sarkozy, son action, on n'en a pas le bilan au mois de juin 2012. Il y a un an, on ne connaissait pas le bilan de l'action de Sarkozy. On connaissait le bilan de ce qu'il avait fait. Mais le bilan de l'action de Sarkozy, on le sait au fur et à mesure. Si les lois qu'il a lancées ne sont pas abrogées, c'est-à-dire si on ne supprime pas tout ce qu'il a fait, on peut faire un bilan de l'action de Sarkozy en disant ah bah oui, vous voyez, par exemple s'il a lancé un truc il y a un an, bah peut-être que l'emploi peut redémarrer. Parce que bon, c'est par effet boule de neige, on n'a pas les résultats tout de suite. Il y a des choses qui vont très vite. Qui peuvent relancer très vite, mais pour ça il faudrait que les emplois d'avenir et compagnie, tout le package de François Hollande était très performant, sauf qu'il ne s'en est pas donné a priori la mesure, puisque c'est principalement des emplois dans le secteur public, etc., un petit peu contraignants. Donc voilà, on a beaucoup sur les politiques d'insertion à l'emploi, donc toutes ces politiques qui sont censées réduire le chômage pour certaines catégories de population, que ce soit les jeunes, pour les seniors, pour ceux qui sont dans des quartiers difficiles, etc. Il y a quand même pas mal d'échecs, bon, déjà sur la forme, parce qu'effectivement, enfin, je sais pas si c'est de la forme, mais bon, déjà parce que ces politiques ne sont pas toujours, il n'y a pas tous les emplois qui pourraient être pourvus ne le sont pas forcément.
Et puis deuxièmement, parce qu'effectivement, ça réduit pas forcément la pauvreté ni durablement le chômage. Bon, donc le chômage n'est ni de la faute de Jean-Marc Ayrault ni de François Hollande, ça le deviendra peut-être si ça continue. Mais effectivement, ils doivent se lancer dans un programme de réduction du chômage. Je crois que François Hollande continue d'espérer que la courbe du chômage va s'inverser avant la fin de l'année. Je ne vends pas la peau de Par l'ours. quel miracle finalement? Alors ben voilà, je n'en sais rien. Par le choc de le- simplification. voilà, le choc de compétitivité, de simplification, sans doute. Non, je pense qu'il faut qu'on se donne. Bon, c'est un peu con, mais il faut qu'on se donne rendez-vous au mois de janvier prochain pour faire le bilan et dire ah bah ça, Oui, ça, chose ça, est ça sûre, lui ou pas. On peut pas ce dire n'est pas nous qui allons ce n'est pas changer Marc les ni choses. moi, à moins que Marc en sache plus que moi. Mais bon, moi personnellement, je vais pas vous dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. J'y crois, j'espère. Tu vois, bon personnellement, le chômage ne me concerne pas à l'heure actuelle, mais j'espère que effectivement il y aura moins de chômeurs et que la courbe va. Ils vont peut-être nous trouver un des chiffres miracles pour dire voyez ça diminue. Maintenant je sais pas lequel, mais voilà donc ils ont encore, on est au mois de juin donc ils ont encore 6 mois pour inverser la courbe. Pour le moment ce n'est pas le cas. Très peu d'économistes sont dans l'enthousiasme de François Hollande. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scepticisme autour de cette annonce. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas leur faute. Je sais pas si c'est celle de Sarkozy absolument. Je veux dire, c'est pas lui qui a détruit les emplois. Maintenant, c'est peut-être la faute de la complexification et donc peut-être que le choc de simplification peut faciliter les choses. On embauchera peut-être moins de secrétaires, mais peut-être que ce sera plus simple. Je sais pas. Bref. Cette histoire de chômage... Non, mais oui, je me suis foiré sur mon explication. Non, mais j'ai compris l'idée de simplification. En tout cas, Marc n'est pas d'accord, il fait la moue. Non, mais je suis pas d'accord parce que s'il y a beaucoup aussi de taux de chômage, c'est aussi bon. Alors on va employer un terme un peu valise, Oui. ce qui me dérange un peu. Oui. Mais à chaque grande période de chômage, il y a un événement qui s'est passé. Sous Mitterrand, on a eu une grave crise économique qui s'est déroulée quand il est arrivé. Dès qu'il est arrivé, quand il a nationalisé beaucoup, on a eu un gros choc qui s'est passé. Les banques ont complètement. Alors, les entreprises ont commencé là aussi à se dire bon bah finalement, on n'est peut-être pas bien en France. Il y a eu des liquidations qui ont été faites. Alors, à chaque événement, il y a forcément une explication. Ici, on est dans une période très globale d'Europe, de mondialisation, où de toute façon on en arrive. Il y a pas seulement ça. Quand on dit qu'il y a que la délocalisation qui fait que des entreprises peuvent avoir leur siège autre part parce qu'ils paieraient moins de taxes professionnelles ou etc. Il n'y a pas que ça aussi. On est aussi dans une période où les modes de production changent, les consommateurs, les consommations changent totalement. On n'a plus besoin des mêmes choses, on a besoin de nouvelles choses où il faut former, créer des gens. Alors forcément, on en arrive à des aberrations. C'est-à-dire que maintenant, en plus les systèmes de production sont différents. On arrive à la mécanisation qui fait qu'on a aussi besoin de moins de personnes. Et on arrive aussi à un autre point qui est fondamental, c'est le fait qu'aujourd'hui, on en arrive tellement à une valorisation des études que des domaines sont totalement laissés aux migrants par exemple. Alors moi je vois par exemple j'avais pris l'exemple une fois, je m'étais rendu dans un salon où on construisait les stands pour des grands salons de grandes entreprises. Eh bien les travailleurs du bâtiment, les travailleurs de l'électricité, etc. Beaucoup sont des migrants qui viennent travailler là. C'est-à-dire qu'on en arrive à un système où des métiers sont complètement délaissés. C'est-à-dire que quelqu'un, des fois, moi, je discutais, j'ai un ami qui est plombier, il osait même pas me le dire parce qu'il dit ouais, mais toi tu fais des études, moi je suis plombier, à côté de toi je suis n'importe quoi. Alors moi ça me révolte d'entendre des choses comme ça. Et justement, il y a plusieurs choses. Donc je vais revenir sur 2-3 points. Alors déjà, les gens ne consomment plus beaucoup, on consomme complètement différemment et on veut ça moins cher. On veut ça moins cher, donc on va ailleurs, on délocalise. Premier point. On produit différemment, on n'a pas besoin des mêmes choses. Les sites de sidérurgie ne fonctionnent plus beaucoup. Ou alors l'Asie a beaucoup une forte production, et du coup, finalement, ça change. On a aussi besoin de moins de personnes, parce qu'on mécanise beaucoup. Internet, c'est fabuleux, Internet, mais ça nécessite beaucoup moins de gens. La technologie nécessite beaucoup moins de gens. Je vois Hugo que tu fais la tête, alors tu répondras peut-être à tout ce que je te dis. Mais tout ce qui est technologique nécessite la présence de moins de monde. L'industrie et la mécanisation fait qu'on a besoin aussi de moins de monde. Et si en plus les seules industries qui nécessitent un peu de main d'œuvre dans les industries sont délocalisées, on en arrive du coup à des aberrations qui sont celles d'avoir un taux de chômage hyper important, surtout d'autant plus que les entreprises dans ce temps-là, même sous Sarkozy, il n'y a pas que Hollande, et que les entreprises maintenant sont surtaxées, même les grosses entreprises. Alors justement, c'est le problème de se dire, bon, on est des grosses entreprises, évidemment, les riches, faut qu'ils payent. Mais les riches, maintenant,
ils sont pas obligés de payer. Ils peuvent partir. Et au contraire, ça leur arrange peut-être leur petite affaire. Donc, là, il y aura peut-être un travail à faire, justement, sur cette idée de rester en France, de forcer les entreprises à rester en France et à participer, parce que c'est peut-être l'idée aussi de cohésion nationale qui va pas là-dedans. C'est-à-dire qu'une entreprise qui peut être française, si on lui demande de payer trop parce que machin, eh ben, elle va vouloir partir. Il y a aussi peut-être cette idée-là, parce que bon, beaucoup d'entreprises, vous allez me dire, sont bien évidemment étrangères, donc au final, on en a pas beaucoup. Mais les entreprises qui peuvent, on devrait pouvoir empêcher justement le fait qu'elles puissent partir comme ça facilement, ou abandonner des sites, ou alors reconvertir leur site. C'est un débat, c'est au-delà du chômage, c'est au-delà du travail, moi je dirais c'est un système général de consommation consommateur. Marc nous a lancé Nicolas. sur la macroéconomie, sur... On va pas trop s'y étendre, on Non, a quelques non. autres questions s'il vous J'ai plaît. juste une réponse très vite. Il nous a parlé effectivement des entreprises que l'État veut surtaxer, du fait que voilà, qu'elles ce sont des grosses entreprises et qu'on taxe toujours les riches. Moi je dis, et on en a peut-être déjà parlé dans cette émission je crois, voilà, à salaire extravagant, j'entends les gros salaires, eh bien imposition extravagante, et les entreprises ont qu'à se faire la concurrence 2 fois au lieu de le faire qu'une seule fois en essayant de s'acheter le meilleur manager, et ben qu'elles s'achètent le meilleur manager et qu'elles se casquent ensuite en fonction de combien elles le payent. Et c'est peut-être pas plus mal d'avoir été retoqué par le Conseil constitutionnel sur la loi de cette année et de vouloir faire l'imposition sur les entreprises. Je trouve que c'est même intelligent, au lieu de taxer ces pauvres grands cadres qui finalement sont intelligents et peut-être méritent leur argent, et bien au moins taxons les entreprises qui les emploient. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis une entreprise est plus difficile à délocaliser qu'un cadre qui parle bien anglais. La deuxième chose, effectivement, bon, tu soulignes la difficulté, et ça m'étonne que ce soit moi qui sois obligé de le dire, c'est que finalement tu n'as pas développé un pan du problème du chômage. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes au chômage et que vous vous débrouillez bien, c'est-à-dire que oui, que vous vous débrouillez bien, excusez-moi, hein, je vais faire le gros cliché de base, mais si vous êtes au chômage, que vous vous débrouillez bien, que vous avez 2 enfants, que vous êtes famille monoparentale, etc., effectivement, il est plus simple, d'être au chômage que de travailler. Au niveau financier, parce que vous touchez grosso modo la même. Alors évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais effectivement, avec le système des aides, vous pouvez mieux gagner votre vie en ne faisant rien à 100 € près que en travaillant. Si vous travaillez, c'est la section du RSA, si ça. Le RSA et d'autres, parce qu'on a parlé des allocations, etc. Tout ça s'accumule et au final, voilà. Si vous travaillez, vous devez faire garder votre enfant en garderie, ça coûte très cher, voire ensemble. Vous devez vous déplacer. Oui, mais vous vous déplacez, ça c'est parce que vous êtes pas au chômage que vous déplacez plus, c'est pas le problème. Ah mais oui. voilà. Donc effectivement, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, si vous êtes au chômage et que vous vous débrouillez bien, eh bien vous avez un meilleur revenu à la fin que si vous n'y êtes pas. C'est l'égalitarisme de trop, quoi, si je te suis. Oui, bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, moi je ne suis pas un féru du travail. C'est-à-dire que Sarkozy, vous reprenez ses discours de 2007 et peut-être de 2012 où j'ai moins suivi, la valeur travail est au centre. Je veux dire, pour Sarkozy, le travail, j'ai pas envie de dire, le travail c'est la santé. Hein, je veux dire, vraiment, faut travailler, le travail au centre de tout. Celui qui travaille pas, c'est une tare, etc. Vraiment, c'est le discours sarkozyste. Je sais pas s'il est toujours le discours de droite, mais je crois, parce que c'est quand même un petit peu moi je suis contre ça. Je veux dire, le fondamental, vous ne naissez pas pour être de la main-d'œuvre. C'est un fait, vous êtes de la main-d'œuvre pour vivre, mais ça ne doit pas être le centre de vos priorités. Voilà. Et donc, effectivement, dans le discours de droite, et c'est ce qu'on y retrouve, et moi je suis contre ce discours-là de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, ça me pose problème, toutes ces histoires, donc ça me pose problème, toutes ces histoires, effectivement, de mettre le travail au cœur, mais ça ne veut pas dire que si vous avez un travail, vous devez gagner autant que si vous n'en avez pas. Et effectivement, il doit y avoir un certain mérite au fait de travailler. Marc, pas de réaction. Oui, non, mais petite réaction. Oui, non, mais je suis d'accord avec Nicolas. C'est juste que maintenant le système nous l'impose. On est. Oui, on laisse pas les gens sur le bord du. À ton avis, pourquoi on dit aux parents de faire beaucoup d'enfants? C'est justement parce qu'ils vont cotiser et pouvoir payer. Mais tu vois, non, mais même la question des allocations familiales, j'étais pas là, je connais pas le sujet, mais rien que dans la dénomination même de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on va faites des enfants, on vous aide, mais au final on va gagner plus parce qu'ils vont cotiser plus. Et le deuxième point que tu as soulevé, c'est la question justement, on n'est pas main d'œuvre. Et alors là, reprenons l'injonction célèbre de Sartre, l'existence précède l'essence. On est, puis finalement, on est ce qu'on fait après la naissance. On n'est pas déterminé au départ de la naissance. Je dirais que sur le fond, oui, mais
De fait, non, parce que évidemment que c'est une aberration de dire ça, parce que le système nous l'impose. Et depuis des centaines d'années, on a eu le système s'imprègne. Ce qui fait la civilisation, c'est un système. Un système, ça s'impose aux gens qui font partie de la civilisation. Les serfs au XIIe siècle, les enfants de serfs, finalement, ils étaient au crochet du Seigneur, etc. Les esclaves, malheureusement, ils étaient au crochet des trucs. Les colons, les enfants des colons, ils se sont dit finalement, voilà, on a des esclaves, c'est super. Et tout est comme ça. Alors tu dis, on ne naît pas main d'œuvre. Moi je dirais, on ne serait pas censé naître main d'œuvre, mais le système, que ce soit la main d'œuvre, que ce soit le travail ou autre chose, nous impose de manger, nous impose, je sais pas, de bouger, de manger, c'est la nature humaine qui l'impose. Oui, non, mais je dirais que maintenant le travail, c'est dans la nature humaine, parce que qu'est-ce qui nous amène à manger? C'est le fait de travailler. Payer la nourriture, c'est différent. Bah oui, mais alors Hugo, on va faire un test. On va pas s'éterniser. Je t'enlève tous tes revenus pendant un mois et je verrai comment tu vas t'en sortir sans argent pour te nourrir. Mais c'est évident. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est malheureux. Attention, je dis pas que c'est bien. Moi, je suis pas pour ça. C'est Sarkozy qui a dit ça. C'est vrai que, mais c'est un produit de notre temps et pas que de notre temps, de nos millions, enfin peut-être pas millions d'années. Mais je pense que comme voilà, il faut revoir le système du chômage où effectivement certains se retrouvent peut-être à avoir plus d'argent. Bon, ils en ont besoin, on est d'accord. Hein, je dis pas qu'il faut pas qu'ils aient cet argent, mais qu'ils aient plus ou égalité que quelqu'un qui travaille. Et puis surtout, je pense qu'effectivement la bonne voie pour terminer, c'est l'histoire de la formation. On s'est outré de dire merde, parce qu'on n'avait pas les moyens, etc. Mais il faut former les gens pendant une période d'inactivité, de chômage. Si ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés, il faut. Oui, mais à l'université, tu te formes. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il faut faire tomber, c'est pas cher. Je veux dire, en France, on ne fera pas tomber un système sur le chômage et le travail sans reformer les représentations des gens. Oui, mais non, mais ça commence à se faire peu à peu, et je pense qu'effectivement, il faut continuer dans l'élan de former les gens qui sont passifs, qui ne sont pas au travail. Il faut qu'ils soient formés, comme on l'est effectivement dans une université, mais j'entends pas forcément intellectuellement, mais dans l'idée d'avoir une formation pour obtenir un emploi à la fin en étant qualifié, que ce soit pas une période d'inactivité, parce que c'est vrai, faut pas être beaucoup se laissent aller à l'inactivité, et deuxièmement, il faut pouvoir proposer cette formation, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez reprendre une formation, ça coûte trop cher, et ça, je suis contre. Voilà. Alors, justement, vous semblez beaucoup critiquer ce modèle social français. Est-ce que on peut parler toutefois d'exemples de modèles à titre mondial, je veux dire? Est-ce que c'est un exemple à l'échelle mondiale ou pas? Moi, j'avais noté la question, tu nous l'avais. Excuse-moi, Vas-y, je t'en prie. La question, tu nous l'avais posée auparavant, on prépare l'émission quand même. On n'arrive pas là la dernière minute, les mains dans les poches. Et j'avais marqué. Petit pic qui sera vraiment. Tu marques le modèle social français est-il un exemple mondial? J'ai marqué était. Voilà, parce que pour moi, effectivement, le modèle français, il y a dans les années 70, etc., pouvait être un modèle idéal que tout le monde, l'État-providence, etc. Aujourd'hui, je suis désolé, nous ne sommes plus du tout dans cette optique. On est quand même les mieux lotis. On est les mieux lotis, j'ai pas dit le contraire. Sauf que le modèle français aujourd'hui n'est pas un exemple. Le modèle français aujourd'hui s'inspire d'autres modèles. Je veux dire, une émission politique aujourd'hui. Montrez-moi une émission politique où on n'a pas parlé une seule fois du mot Allemagne. Pas les nôtres, hein, mais celle travail politique, j'entends. Non mais Allemagne, Norvège, Danemark avec leur histoire de flexi-sécurité machin chouette, voilà. On parle de tout, oui mais le travail, 67 ans c'est la vieillesse. Quand on parle de la politique familiale, on va se comparer aussi aux autres, que ce soit les Anglais, les Allemands ou les Autrichiens. Quand on parle de la flexi-sécurité, c'est-à-dire du chômage, on parle du Danemark. On se compare aux autres et finalement, bon, on ne se compare pas, c'est l'Europe qui nous impose de nous comparer aux autres. Oui, alors ça aussi c'est une belle tare, hein, parce que alors Barroso machin chouette là. Bon. Mais non mais moi je pense. Non mais oui vas-y. Alors que les idées soient plus claires, parce que Nicolas semble tout à fait excité. Oui non mais moi aussi ça me révolte. Je vais essayer d'être un peu plus calme, mais au fond ça boue. Faut quand même être franc. Alors un peu de clarté pour les auditeurs. Il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est est-il un exemple? Est-il un exemple au niveau du travail? Est-il un exemple au niveau du droit? Si on prend au niveau des droits. Au niveau des droits, le modèle français est censé être un modèle universaliste, où la liberté est censée, et les droits accordés à ceux qui ne bénéficient pas de travail, etc., sont quand même très riches.
on fait partie des pays, après la Grande-Bretagne, où on a quand même un parc assez important de logement social. On a aussi des allocations qui sont données. On a voilà, des allocations. On a le système de retraite qui est certes un peu chancelant, mais qui nous permet de l'être. On a des droits, le RSA, etc. Ouais. Donc, Enfin, on parlera de la maladie, de moins voilà, en moins. On est oui, remboursé les Précisons parce qu'on n'a pas médicaments. parlé Oui, de oui, la mais maladie aujourd'hui. j'ai pas terminé. Et sur cette question des droits, après on rebondira. Je voulais en parler, mais on va rebondir tout à l'heure sur la santé. Et il faut bien distinguer maintenant au niveau du travail. Le travail, c'est fondamentalement vraiment l'injonction de l'Europe. C'est-à-dire qu'on avait un système français qui fonctionnait plutôt bien jusque dans les années 80, fin des années 90, grand maximum, on va dire. Puis arrivé les années 2000, où l'Europe, avec l'euro, est quand même rentrée là-dedans, et qui dit unité monétaire, dit souvent unité dans le travail. C'est pas moi qui l'invente, des économistes le disent, et du coup, pour avoir un modèle universaliste européen, parce que c'est quand même ça qu'on veut, quand Merkel nous dit qu'il faut justement que la France s'aligne, qui nous dit que les souverainetés doivent être abolies totalement, les pays doivent abandonner leur souveraineté. Là, c'est Je suis pas sûr qu'elle ait envie de le faire pour son pays, mais enfin bon. ça on est d'accord, mais en tout cas, les pays doivent abandonner leur souveraineté. Je la cite, j'ai vu ça dans le Figaro. Je lis pas le Figaro, mais c'est mon beau-père qui dit ça. Donc je suis tombé là-dessus, j'ai vu ça, pour une fois j'ai lu le Figaro. Alors, et du coup, je vois ça, moi je tombe de mon siège. Bon, je dis bon, avec l'Europe, de toute façon, c'est... Là, on reconnaît carrément que l'unité européenne... Bon, on va pas trop diverger, mais il faut bien distinguer ça. Et maintenant, l'Europe du travail, l'Europe du social, c'est plus l'Europe... Voilà, la France, dans le système, doit s'aligner, parce que l'Europe, sinon, n'est pas contente. Parce que sinon, l'Europe va dire, vous avez vu vos défis, c'est pas bon. Qui Mais l'Europe, c'est des... C'est la France, c'est l'Allemagne. Non, Nicolas. L'Europe, c'est avant tout l'Allemagne. C'est avant tout les pays qui s'en sortent. Qui peuvent dire si nous on arrête de l'Europe est terminée. L'Europe est terminée. Non mais attends, je termine juste. C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est pas loin d'être ça. Parce que si on arrive à se comparer au modèle de Danemark, on se compare au modèle allemand, etc. Si on se compare à ces pays-là, c'est bien parce que c'est eux qui nous disent nous on y arrive, vous y arrivez pas. C'est bien ça qui fait que. Alors évidemment l'Europe c'est un grand mot. L'Europe c'est un gouvernement. L'Europe, ce sont des lois. L'Europe, c'est l'argent. Enfin, on sait pas trop. C'est vague. Des lois, mais ce sont bien ces pays. Non mais des directives. je veux dire pas des lois, mais je veux dire je caricature en disant c'est des règles qui nous sont imposées. Et là évidemment, ce sont ces pays qui tirent l'Europe entre guillemets vers le haut, même si en fait elle réduit la courbe vers le bas. Conception de la réussite. Voilà, dans leur propre conception de la réussite, parce que le modèle allemand c'est une tare totalement. Hein, dire au niveau des droits, c'est sûr que la France à côté c'est pompé up. Hein. Et non mais c'est vrai parce que moi ça m'énerve quand on compare au modèle allemand. Moi j'ai envie de les flinguer. Non mais qu'on compare, d'accord. Mais voilà, juste sache comparer dans les deux voilà. sens, quoi. Quand on commence ça dans l'histoire, on nous l'a toujours montré. Quand on commence à se comparer à d'autres pays, ça veut dire que là. L'unité française ou d'autres pays, c'est fini. C'est-à-dire que l'Allemagne, vous avez vu, réussit bien. Puis en fait, c'est comme on dit quelque chose. C'est comme parler d'un livre qu'on n'a pas lu. C'est-à-dire que oui, ça marche. On va dire l'Allemagne qui réussit. Puis dedans, on va voir comment ça fonctionne vraiment. Hein, voilà, les personnes qui doivent travailler plus, sinon le patron le vire. C'est-à-dire que les heures supplémentaires, c'est même pas un choix. C'est-à-dire que tu fais tes heures supplémentaires ou pas, sinon t'es dégagé. Hein, les droits, on peut finir à je ne sais pas quelle heure. C'est totalement coercitif. Il y a même pas l'idée, bon, en France un peu plus, mais il y a même pas l'idée de une entreprise. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de famille. Quand même, il y a des liens qui sont tissés entre pas de relation entre les travailleurs pratiquement. Là en Allemagne, c'est des robots. Moi, j'avais vu un reportage, en plus de lire des trucs sur l'Allemagne, moi j'avais vu un truc, l'Allemagne, c'est des robots. Pas de parler, parce que si vous parlez, attention, vous allez payer, vous travaillez moins. C'est-à-dire que c'est payé au produit réalisé. C'est-à-dire que moins vous en produisez, bon bah, finalement vous êtes défaillant, dégagé. Donc, moi je veux vous dire juste que l'Europe, maintenant, se base sur des chiffres et pas sur les réseaux, et pas sur les manières d'arriver à ces chiffres. Et c'est ça qui est terrible. Voilà, c'est juste un petit coup de gueule sur le coup, mais ça, voilà. Bien énervé, Nicolas, tu retrouves un peu ton calme, ton sang-froid. Je rejoins Marc, c'est vrai que on est quand même... on en vient à comparer. Bon, c'est bien de comparer, parce que c'est toujours bien de s'inspirer, de se demander si c'est la bonne piste, etc. Je reprends l'exemple. Bon, l'Allemagne est un pays
qui ressemblerait grosso modo à la France. Et encore, moi je le connais pas bien et je suis pas sûr qu'on puisse. Parce que pour comparer, il faut quand même avoir des points de comparaison. Quand on compare, on parlait de, j'ai parlé et Marc vient de reprendre le Danemark par exemple. Je crois que c'est eux qui mettent la flexicurité, un modèle dans lequel il est finalement facile de se séparer d'un employé et facile de retrouver pour l'employé du travail et lui-même peut se séparer de son patron. Enfin, c'est très bien. C'est le monde des bisounours. Tout le monde peut retrouver du travail facilement. On a une sorte de salaire minimum versé quand on n'est pas en activité, mais enfin, ça vaut quand même mieux d'être en activité. Bref, bon. Sauf que le Danemark peut se permettre de faire ça parce que c'est un petit pays. Et la France n'est pas un petit pays en termes, enfin, si on les compare les deux. Et finalement, on ne peut pas avoir ce genre de dynamique en France parce que, on parlait de la complexité en France, du choc de simplification, etc. Parce que déjà c'est très compliqué en France. Il y a tout un, voilà, vous allez faire votre dossier à la NPE, enfin au Pôle Emploi, voilà, etc. C'est lourd. Pour aller au sud de la France, enfin vous y allez pas comme ça, vous déménagez pas du jour au lendemain. Vous avez ce genre d'attache. On est très fort en France pour avoir le patrimoine. Donc il y a des choses qui ne sont pas transposables. Sauf qu'effectivement, Union européenne, je vous apprends rien, il y a le mot Union. Donc forcément, il y a des choses en commun, notamment la monnaie, qui n'est peut-être. On pouvait peut-être faire une monnaie. Moi, je pense qu'on pouvait faire une monnaie unique sans pour autant lancer tous ces trucs-là. Mais c'est peut-être ma méconnaissance de l'économie qui fait ça. Mais je trouve que c'est pas parce qu'on a une monnaie qui est commune que tout de suite il faut tout mettre en commun, etc. Donc voilà, à l'abandon de la souveraineté, c'est bien beau, mais bon. On bouge pas des pays comme ça du jour au lendemain. Je rappelle, le traité de Maastricht, c'est encore récent aujourd'hui, hein, donc on n'est quand même pas, voilà, on n'est que 20 ans après, à peu près. Donc voilà, on n'a pas encore transformé, on n'est pas dans l'Europe où tout se passe bien, et surtout, effectivement, on peut pas aligner tous les systèmes d'État-providence ou non d'ailleurs de sécurité sociale. On ne peut pas. Parce que ce ne sont pas les mêmes structures. Ou alors il faut que ce soit une structure commune. Et encore là, les financements, ça va être des systèmes de péréquation où certains pays vont devoir aider les autres. Donc en plus d'avoir la solidarité de ce que j'appellerais la solidarité locale, d'aider son copain, son machin, son truc, de la solidarité qui existe actuellement à l'échelle nationale, il faudrait voir ça à l'échelle nationale. Donc ça devient très compliqué. Donc voilà, je pense qu'effectivement tout ça est très compliqué. Donc le système allemand, je sais pas si ils ont une politique familiale. Je sais pas du tout. Hein. J'ai pas dit tout à l'heure, on était sur la politique familiale, j'en fais une parenthèse. La politique familiale en France est financée par les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand même une question, bon, je dis pas qu'il faut que ça passe, que ce soit les salariés qui financent la politique familiale, mais c'est vrai que c'est curieux quand même. Quand on parle de choc de simplification, il faudrait peut-être aussi simplifier. Je veux dire, est-ce que c'est normal que ce soit l'argent donné par les entreprises, la part patronale, qui aille à la politique familiale? Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que les entreprises payent plus sur d'autres politiques et moins sur la politique familiale? C'est quand même curieux, je veux dire. Et c'est en entendant Marc parler d'entreprises qui étaient comme une famille pour lui, que voilà, je veux bien qu'on puisse comparer là encore famille et entreprise. Enfin, non, l'entreprise n'est pas la famille. La famille, c'est le cœur de la vie. Sociabilité. Voilà. Je critiquais pas ce que tu as dit. C'est ce qui m'a fait penser que je rappelle qu'effectivement, sa famille, ce sont ses attaches. Les amis et la famille sont plus importants que l'entreprise. Au plan social. Alors effectivement, pour bouffer, non, vous avez peut-être plus besoin, sauf si vos amis sont très gentils et très riches, mais sinon, vous avez plus besoin de l'entreprise. Mais dans l'ordre des choses, Marc nous parlait de Sartre et tout, que je ne maîtrise pas, mais c'est vrai que dans l'ordre des choses, je considère personnellement que la famille et les amis, c'est quand même plus important que l'entreprise, bien que si vous voulez vous en sortir et pas être assisté, il faut évidemment travailler, et je pense que c'est primordial de trouver un équilibre entre toutes ces formes. Alors voilà, on va conclure cette émission sur une question qui revient sur l'Europe. Cette question est la suivante. Les politiques de rigueur imposées depuis Bruxelles signent-elles l'arrêt de mort de l'État-providence? Messieurs, j'ai marqué oui et j'ai souligné. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Non, vous avez 10 minutes. Partie, non, en plus t'as pris une voix à la fin, t'as fait un peu du Franck Ferrand, très très sombre à la fin. On sent que la question déjà elle est sombre. Déjà dans ce que tu dis, on sait ce que tu penses. Non, mais il y a quand même arrêt de mort, c'est assez significatif. Pour replacer un truc qu'on a appris en partiel, Hugo. Tu parlais de justement Bruxelles qui donnait les ordres. Et ben là, on est un petit peu dans l'idée de synecdoque que parlait Bernard de Barbieux, c'est-à-dire qu'on parle d'un lieu et on sait que c'est là où deviennent les ordres, où devient les politiques de rigueur, etc. Eh bien, moi je dirais que évidemment la réponse est oui, évidemment, l'État-providence c'est fini. Non, c'est pas fini, ça va l'être. Ça va l'être, ou alors, de toute façon, à chaque grand événement historique, ça a pété. Une révolution qui s'est passée. C'est forcément, quand on veut une réforme d'un système, c'est pas en faisant des mesurettes comme ça, d'un côté, on va faire ci, on va faire ça, si on veut que ça change,
ça sera la révolution. C'est pas une réforme du coup. Non, justement, je vous dis justement que ces politiques-là vont finir à la fin par nous tuer. Et de toute façon, ces politiques de rigueur imposées, de toute façon, il faut bien savoir que nos chefs accusateurs, Bruxelles, etc., sans l'aide d'autres pays tiers qui soutiennent leur existence, qui soutiennent les pays, qui soutiennent la production, la Chine par exemple, on sait très bien que si la Chine ne soutient plus l'Occident, l'Occident est mort, de toute façon. Alors ce sont ces gens-là qui vivent au crédit des autres, en liquidant des capitaux ailleurs, etc., qui nous expliquent à nous que finalement l'Europe c'est bien, que finalement l'Europe ça nous permet d'avoir une unité. Alors l'unité, on se demande quoi? Alors moi, ce qui m'a abasourdi chaque fois, c'est de dire oui, l'Europe, il n'y a pas de guerre. Bon, d'accord, il n'y a pas de guerre, mais ça ne veut pas dire qu'on vit mieux, hein, c'est pas la question. Et sur cette question de rigueur, évidemment, revenons bien sur la rigueur. Revenons sur cette question. Non, mais c'était juste pour faire pour critiquer les pourfendeurs de l'Europe, tiens, pour le dire. Eh bien, bien compris que c'était pas tes amis là-bas. Non, bah non, moi. Bref, Marc aime le local. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, là, voilà, on est opposés pour ce. Alors, moi, ce qui m'attriste, c'est que l'État-providence, je crois qu'en anglais je maîtrise, c'est ce que c'est welfare state. C'est bien ça, je suis content. Eh bien, l'État-providence va être bouffé par sa principale source. L'État-providence, c'est l'argent. C'est forcément comme ça qu'on peut, avec la santé, aider comme ça. De toute façon, quand on voit qu'on maintenant on rembourse beaucoup moins de médicaments, quand on voit que ça revient plus cher, quand on voit même, j'ai lu un article là-dessus qui était très intéressant sur les contrebandes de médicaments, parce que les gens n'arrivent plus à se payer des médicaments, et ben ils les prennent, ils sont faits en Chine. Finalement, c'est de la saloperie, hein, faut pas y toucher, sinon on développe le cancer ou je sais pas. Et bien, quand on voit déjà que on arrive à des méthodes de réseau, de toute façon, dans l'histoire c'est comme ça. Hein. Avant que ça pète, à chaque fois il y a des petits réseaux qui se font et à chaque fois, à final ça pète. Et là, on en est quand même pas loin. C'est-à-dire que la principale source de ce qui pourrait faire notre bonheur est en train justement de suppléer à cette logique même de redistribution par le biais de l'État-providence, par exemple. Et quand depuis que l'économie de marché a pris le pouvoir, on voit très bien que nos droits sociaux ou nos allocations, etc., ont quand même considérablement diminué et on n'arrive plus à vivre nous-mêmes. On est obligé de faire venir des migrants parce que voilà, on n'arrive plus, etc. On a besoin d'argent, etc. Alors ils sont loués ou complètement vilipendés dans l'autre cas. Mais de toute façon, la création de ces réseaux et la diminution totale de ces rentrées d'argent pour les gens, pour ceux qui peuvent en bénéficier, marque totalement la fin de l'État-providence. C'est clair. Et c'est imposé par des gens qui vivent à crédit. Alors moi, c'est ce qui me fait bien rire, c'est tout. Bon alors, Nicolas, sans partager la vision apocalyptique de l'Europe, pardon, parce que bon, je connais pas toutes ces considérations sur la Chine qui tuerait l'Europe, etc. C'est trop compliqué pour moi. mais c'est vrai qu'effectivement, bon alors la fin de l'État-providence l'État social, non, mais par Bruxelles, c'est assez marrant parce que forcément, oui, Bruxelles, si d'après le petit cours de Marc de tout à l'heure, si Bruxelles suit Angela Merkel, oui, forcément, c'est la fin de l'État-providence. Ce sera donc l'Union providentielle, puisqu'effectivement l'État va disparaître, puisqu'elle ne veut plus la souveraineté. Enfin, qu'elle veut l'abolition des souverainetés. Bon, ça c'était mon premier point, trait d'humour, tout le monde a rigolé. Moi j'ai pari, personnellement j'ai pari. Non mais voilà. Voilà, pour moi, l'État a des missions fondamentales. La sécurité, l'éducation, parce que pour moi, je veux dire, on peut pas laisser ça à des boîtes privées ou à je ne sais qui. L'éducation, qu'on s'entende bien, on laisse une partie aux parents, hein, mais je veux dire, un socle d'enseignement, voilà. L'école finalement. Oui, ce qu'on appelle l'école. Voilà, et de contrôle. Alors c'est du contrôle général, hein, je veux dire policier, effectivement, j'ai parlé de la sécurité, mais c'est aussi... Il y a Jean-François Copé qui a écouté, attention. Non, il y a du contrôle... d'hygiène, etc. Marc a touché... nous avons Haussmann aussi à côté de nous. Attention. Marc a touché du coin de l'œil cette idée que, effectivement, si on... finalement, que la France est quand même capable d'avoir des emplois, et notamment dans certaines industries pharmaceutiques, par exemple, puisqu'il vaut mieux peut-être pas donner notre industrie pharmaceutique aux Chinois, par exemple. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes... contrebande, c'est de la contrebande, attention. Hein, mais bien sûr, mais bon, ne doutons pas un seul instant de la qualité de produits produits à moindre coût. Je veux dire, aujourd'hui, mais les gens quand t'as rien et que les gens ils savent pas faire comment faire autrement. Et ce qui serait non, mais j'ai pas dit
dit le contraire. Ouais, non, mais Mais c'est d'où le non, c'est fait, terrible, quoi, mais d'où le c'est- fait que c'est une honte de dérembourser des médicaments pour ceux qui fonctionnent, j'entends. Parce que bon, des fois ils nous vendent des listes. de Oh non, médicaments, non, le je- Mediator, il a bien marché. Oui, hein. Mediator. Non, mais voilà. Alors encore une fois là, hein, en plus la fin de l'État-providence, l'État-providence aurait peut-être qu'il se ressaisisse un petit peu sur ses contrôles parfois. Les scandales, bon ça c'est pas le thème du tout de l'émission, mais c'est vrai que ça en fait partie. C'est vrai que la fin de l'État social. Donc oui, vous avez vu comment j'ai redescendu d'un coup. Ouais, il s'est énervé, Alors, on va lui balancer voilà. un truc, il va repartir. Non mais voilà. Signe-t-elle l'arrêt de mort de l'État social? C'est déjà en cours. Donc effectivement, c'est pas spontané, c'est pas un processus spontané de dire que Bruxelles a ou va signer l'arrêt de mort, enfin que Bruxelles va signer l'arrêt de mort de l'État social. Mais c'est un processus qui est en cours. Je veux dire, à partir du moment où on signe Maastricht et compagnie, enfin tous ces traités, etc., on signe le fait que la France doit être moins protectrice parce que ça coûte cher. Moi, La voulais rigueur. insister plutôt sur la Sur la rigueur. rigueur, oui. Alors je vais y venir, Hugo, puisque tu veux que j'ai la Ça permettra rigueur. de dire d'autres choses. La rigueur budgétaire. Donc, on l'a vu en Grèce, faire des économies, notamment sur la fonction publique. Bon, moi, je suis un défenseur de la fonction publique. Ouais, il Ouais, aime il- bien son petit café à 10h du mat. Je ne suis pas dans la fonction publique. Je suis voilà pour Ah, les raisons oui. que je vous ai expliquées. Il y a des emplois, la sécurité dans plusieurs domaines, l'éducation et d'autres où effectivement c'est important. C'est important pour que ce soit accessible à tous. Le principe d'universalité était le début de notre émission. La fonction publique, ce sont des emplois au service de tous. C'est pourquoi, effectivement, il y a des emplois de fonction publique dans des musées ou des choses comme ça. Parce que ce sont des choses qui doivent être accessibles à tous et que si c'était privatisé, certainement que ce serait plus cher. On va pas faire un dessin, mais quand c'est privatisé, c'est cher. Voilà, Vinci, hein, vous voyez, vos autoroutes, vos parkings, c'est cher. Bien. Et l'électricité. Oui, et l'électricité. Voilà. Donc bon, effectivement, je suis opposé à un système de rigueur. Je suis favorable à la réduction des déficits et à ce genre de choses parce que je considère qu'effectivement, moi, si je n'ai pas, je déteste m'endetter et je ne vois pas pourquoi l'État adorerait s'endetter. Et donc, pour Il a moi, pas le choix. effectivement, l'État doit réduire ses déficits quand il a une dette dans un système. Admettons que demain il ait une dette dans l'assurance maladie. Eh bien, pour moi, il doit pouvoir être en capacité de réduire son déficit en assurance maladie et de le supprimer et de revenir à l'équilibre. Pareil dans toutes les branches de l'État, dans tout ce qu'il dépense. Si une année, il a un petit extra, parce qu'on le sait bien, le budget, pour moi, le budget doit être voté à l'équilibre. Les associations, les institutions publiques doivent voter certains, voilà, les lycées, etc., doivent voter des budgets. Ils n'ont pas le droit de voter un budget qui n'est pas équilibré, enfin qui La n'est règle pas. d'or. Voilà, tout à fait. C'est la règle d'or qui existait bien avant que l'État veuille se l'imposer. Et voilà. Donc pour moi, c'est nécessaire que l'État fasse l'effort de se le faire à lui-même. Il l'impose à tout le monde, donc qu'il se le fasse. Ensuite, pendant l'année, si jamais il y a un problème et qu'effectivement, je sais pas moi, pandémie grippale, etc., faut dépenser de l'argent, on n'y peut rien, il n'y a pas assez de rentrée, l'État peut être en déficit. Mais dans ce cas-là, il prévoit de résorber son déficit l'année suivante. Ou à court terme, enfin j'entends l'année suivante ou l'année d'après, je sais pas comment ça se... voilà, quelles échéances on pourrait prévoir pour un État qui est quand même un gros machin. Mais pour moi, il faut absolument s'imposer des règles de rigueur. Oui, mais pas la rigueur autant qu'on l'entend actuellement, c'est-à-dire couper partout, etc. Limité, quoi. Pour ça moi, veut dire. il faut retourner dans un système de rigueur, effectivement, d'ici, admettons, 5 ans, effectivement, plus de 4 ans maintenant, que François Hollande se dise en 2017 il faut que ce soit égalité, moi je veux bien. Mais il faut pas faire n'importe quoi dans la précipitation. Effectivement, le processus pour réduire ces déficits énormes qui existent actuellement vont être longs. Et après, il faut qu'on mette en place les barrages pour éviter de revenir à ces situations et que les déficits qui puissent exister en fin d'année soient plus courts, mais qu'en tout cas, les budgets soient votés à l'équilibre. Voilà. Et Marc, puis pour finir. le problème, c'est que l'État a eu sans cesse, depuis sa création, des prérogatives nouvelles et des impositions nouvelles. C'est-à-dire qu'on est passé d'un truc où l'État devait être, c'est le contrat social de Rousseau, hein, administratif, devant limiter les libertés pour pas que ça nuise à tout le monde. Vraiment idée de contrat pour qu'on puisse tous vivre maintenant. Maintenant, l'État n'est plus seul, il est multiple, il est plusieurs. On peut même pas parler d'État, on peut parler d'échelle à l'Union européenne. Et en plus, il y a des impositions, des contraintes qui fondent l'État-providence, qui sont obligés de nous imposer une réduction justement de nos droits par le biais de la rigueur de Bruxelles, par exemple. Oui, non, que Bruxelles se substitue à l'État comme ça. Enfin, je veux dire, bon, ça a été montré et ça a été très, enfin,
c'est la manière de médiatiser encore une fois qui montre tout ce déboire, mais quand on voit cette semaine, le débat était autour d'effectivement de Barroso qui avait dit à Hollande, voyez, vous devez faire ça, etc. Je veux dire, on croirait le prof et l'élève. Je veux dire, quand vous êtes élu l'homme le plus important de l'État, effectivement, ça fait quand même bizarre que Pas le plus important. Alors, Ah si, c'est ça, pardon, je me suis trompé. merci pour cette intervention Pardon. très intéressante. Alors Nicolas, Non, mais voilà, ce qui est assez marrant, c'est que bon, Barroso, dans mon esprit à moi, alors c'est peut-être pas le cas de ceux qui ont fondé l'Union Européenne et de ceux qui la dirigent actuellement, mais dans mon esprit à moi, l'Europe, ce sont les pays qui sont à l'intérieur, les États qui sont à l'intérieur. Donc pour moi, l'Europe, c'est François Hollande, c'est Angela Merkel, et derrière ça, ce sont ceux qui les ont menés au pouvoir, etc. Et Barroso est l'émanation de ces gens-là. Donc pour moi, Barroso, c'est les États qui doivent lui donner sa ligne de conduite. Et c'est pas à lui de donner sa ligne de conduite aux États. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre que la France se fasse retoquer. On est plutôt un pays qui a rivalisé de par le monde et l'histoire. On était quand même assez important, les rois de France, etc. La colonisation, on a dominé le monde avec les autres, pas toujours en position de tête, mais on était toujours présent, etc. Et ça fait bizarre de se faire... Bon, il faut qu'on s'y fasse. Mais dans un autre sens... Quand je dis Barroso n'a pas donné son avis sur la France, il n'a pas non plus à le faire sur les autres. Je veux dire, ce sont les États qui doivent se faire leur propre autocritique quand ils se rendent compte. Et c'est vrai que le fonctionnement de l'Union européenne, le fonctionnement institutionnel, est pour moi une aberration. Cette Commission européenne avec des commissaires, ça marche pas forcément. Je suis plus pour le Parlement européen que pour l'émanation qui est la Commission, parce que c'est... alors pour finir cette émission, j'aimerais donner quelques petits chiffres très rapidement pour montrer la dureté et l'ineptie de l'austérité. L'austérité tue, c'est l'idée que défend David Stuckler et Sanjay Basu, qui montre qu'en Grèce, par exemple, on a un budget de la santé qui a été découpé de 40%, et du coup, les taux de suicide ont augmenté de 26,5% en un an seulement. En Italie, autre pays bien touché par l'austérité, on l'a vu avec le gouvernement Monti, c'est 9 millions de personnes qui renoncent à se faire soigner pour des troubles ou des maladies de faible ou de moyenne gravité, et également un usage des antidépresseurs qui est passé de 8 doses pour 1000 habitants à 35 doses de 1000 habitants de 2000 à 2010, et les chiffres ainsi se multiplient pour montrer que l'austérité en matière de santé a des fortes conséquences, des conséquences néfastes sur la santé des hommes. Donc prenez soin de vous, hein, n'hésitez pas et ne négligez pas votre santé, messieurs. Et comme dirait Hugo, pour finir, prenez soin de vous. Bisous. Non, mais Gros voilà, bisous, non, hein. mais c'est vrai que Maxime aurait été là, il pèterait un câble. Hein, Pour le coup, je vous dis bisous à tous, parce que moi je vais devoir y aller. Et Mais de toute façon, on va conclure cette émission. Mais voilà, non mais c'est vrai, il serait là et il aurait raison. Je veux dire, voilà où nous mène le capitalisme exacerbé. Maxime, c'est un appel. Rejoins-nous la semaine prochaine. Voilà. Et bien sûr. d'ailleurs, avant de partir, peut-être qu'on peut annoncer un possible programme pour la semaine prochaine aux auditeurs, peut-être. On verra si le temps nous le permet, parce que c'est vrai, on a beaucoup de boulot en vacances quand même. Donc on vous réserve peut-être, hein, si on décide de faire une espèce de colloque, on va dire une grande émission sur le nationalisme. Hein. J'ai envie de dire ça. Hugo paraît surpris. Hugo paraît surpris. On partira du nationalisme marocain avec l'ouvrage de Bernard Lugan, et on fera après un débat sur le nationalisme si nos connaissances et l'envie d'Hugo, qui est tout rouge à l'heure où je vous parle, lui donne la force d'animer cette émission. Et voilà, donc moi, à la manière d'Hugo, je vous fais des gros bisous. Mesdames et messieurs les auditeurs, vous venez d'assister à un coup d'état dans cette émission de Politiquement Incorrect. Un C'est putsch, assez je dirais. incongru, c'est un putsch, voilà, autre mot pour désigner cet acte, évidemment indigne d'un homme comme Marc Non mais Rosy. c'est vrai que depuis le mois de janvier, je réclame qu'on donne le programme de la semaine d'après une semaine à l'avance. Voilà. Si je viens d'exaucer Voilà. mon vœu, je suis un Et en homme plus, c'est comblé. vrai parce que tout le monde est au courant. Ah, Donc, mais On peut plus faire autrement. mais c'est vrai qu'on en discute, on en a discuté, et peut-être que ce sujet viendra la semaine prochaine, ou une semaine à venir, en la tout semaine cas, prochaine, hein, je te sens il chaud. viendra très bientôt. Voilà. Alors, merci à tous, merci Marc, merci Nicolas, merci Maxime qui n'est pas finalement venu, et puis merci aux Qui nous a autres. aidé à préparer cette émission. Voilà tout de même, et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont suivis cette semaine de retour, et puis on vous embrasse très fort. Marc, un mot pour Et on vous conclure dira gros bisous.